Bien, merci pour m'avoir invité. C'est effectivement ce que je souhaiterais montrer, donc la diversité des interactions entre les ressources minérales d'une part et le développement durable, avec donc une stratégie de conversion révolution environnementale. Les deux ne sont pas totalement associés, c'est pas identique, mais il y a effectivement un grand nombre de convergences. Alors cette diapositive, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une des grandes mines de nickel de Nouvelle-Calédonie où vous voyez le conflit de l'usage du terrain, de l'espace. Donc on a une mine de nickel devant nous, donc on est dans un niveau qui est quand même relativement altéré, donc ça c'est pour Luc, c'est quand même très proche des sols. Juste derrière c'est le lagon, classé au patrimoine mondial. Et la barrière blanche, c'est le récif qui fait la limitation avec l'océan Pacifique. Et donc on voit qu'on est sur un espace très limité avec des contraintes totalement opposées, qui est d'une part le développement économique, donc ici l'exploitation de nickel, et d'autre part la protection de l'environnement sur un site qui est classé au patrimoine mondial. Donc dans un ensemble de la Nouvelle-Calédonie, si vous n'y êtes pas allé, vous avez peut-être vu des photos, la pente moyenne des sols, des routes est quand même tout à fait importante, donc on a une érosion et donc des intrants qui sont vraiment très 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 importants. Donc en introduction, ça c'est un cristal de pyrite de la collection de Jussieu, donc un sulfure de fer qui est donc un minerai qui a des impacts majeurs lorsqu'il se dégrade sur notre environnement. Alors les ressources naturelles dans lesquelles se trouvent les ressources minérales, vous les connaissez bien. Il y a les ressources énergétiques proprement dites dont je ne parlerai absolument pas. La partie ressources en termes de nourriture et de biodiversité, et enfin tous les milieux physiques avec lesquels évidemment il y aura de très très nombreuses interactions avec les exploitations de ressources minérales sur le court terme et surtout sur le long terme. Alors ces ressources minérales, elles vont au-delà de simplement la production de métaux critiques. Alors c'est effectivement ça qui les a rendus très fashion depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des termes qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années, les termes de métaux stratégiques, de métaux de haute technologie qui sont effectivement indispensables pour tous les appareils qui font maintenant le quotidien de tout le monde, et j'y reviendrai. Mais en parallèle de ces métaux stratégiques qui sont notamment utilisés pour les énergies renouvelables, il y a des matériaux qui semblent tout à fait anodins, mais qui font l'ensemble de notre vie, en fait une bonne partie de notre vie, pardon, pas l'ensemble, mais une bonne partie, ce qui est matériaux de construction, je n'en parlerai absolument pas, les matières premières pour faire des matériaux finis, qui eux sont effectivement très abondants autour de nous, donc ça j'en reparlerai, parce qu'ils ne valent peut-être pas très cher, mais en revanche les quantités produites sont absolument considérables, les technologies sont souvent des technologies vieillissantes, et il y a des gains absolument considérables en termes d'énergie. Donc on parlait tout à l'heure justement des problèmes d'isolation thermique dans les bâtiments. Il y a aussi des problèmes d'amélioration des rendements énergétiques dans l'industrie de base. Restant à la base, donc il y a les métaux de base qui ne sont pas du tout stratégiques, ils sont exploités sur des gisements qui sont considérables, ils vont nécessiter des besoins en énergie absolument considérables, c'est ce qu'on appelle les commodities en anglais, et donc là j'y reviendrai parce que c'est un problème économique très important. Notamment je voudrais parler un petit peu du lien entre les deux types justement de minerais qui sont exploités, et enfin on est quand même ici dans un laboratoire de minéralogie, donc je parlerai des minéraux industriels un petit peu, notamment les argiles qui sont utilisés en tant qu'argile, comme charge, comme matériau de couchage, et là aussi il y a du développement durable qui est comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources de notre planète, sachant que les argiles on les trouve souvent dans les sols ou dans les dérivés du sol. Alors les sols ne sont pas du tout exploités pour ça, mais ceci dit on va les trouver vraiment dans la pellicule superficielle de la Terre, c'est un petit peu comme les ressources énergétiques comme le gaz ou le pétrole, et donc là on sait que les ressources seront limitées sur le long terme, même s'il n'y a pas de problème actuellement. Ces ressources minérales, elles sont extrêmement contrastées selon la personne à qui vous parlez. Donc, vous savez tous que le diamant, c'est pas le granit. Donc, on a des termes derrière ces ressources minérales qui concernent des problèmes qui n'ont absolument aucun rapport entre eux. Mais dans les deux cas, lorsqu'on regarde de près, on a quand même du développement durable. Alors, un des problèmes auquel on a affaire, c'est la diversité des métaux dont on a maintenant besoin pour le développement de nouvelles énergies.
des nouvelles technologies et de l'ensemble de ce qui fait notre vie actuelle. Ce que vous voyez ici, c'est de siècle en siècle les révolutions technologiques successives, hein, ces fameuses révolutions industrielles dont on parlait autrefois, et qui nous font passer de sociétés qui étaient simples parce qu'elles étaient basées sur très peu de matières premières, donc il fallait du fer, il fallait du calcaire pour la construction, il fallait du charbon pour l'énergie, donc c'est très très simple. Petit à petit, on voit qu'on va avoir affaire à des alliages qui ont des propriétés mécaniques suffisantes pour pouvoir faire des machines à vapeur. On va vouloir une diversité de métaux suffisante pour stocker de l'énergie dans les véhicules, pour avoir justement donc des véhicules qui soient plus légers. Et vous voyez que les choses se compliquent rapidement. Et alors maintenant, on a effectivement besoin d'une diversité de métaux. Un téléphone portable, c'est à la louche 40 éléments chimiques différents. La majeure partie des éléments chimiques, les gens rigolaient encore il y a 20 ou 30 ans, quand il y avait des sociétés minières qui cherchaient du niobium ou du tantale, on se demandait qu'est-ce qui leur prenait d'aller chercher des métaux comme ça. Donc ces métaux n'avaient pratiquement aucun intérêt, et maintenant ce sont effectivement des métaux tout à fait stratégiques pour tous les pays qui veulent ou qui souhaitent continuer à être des acteurs pour produire les produits de haute technologie. Alors, une des caractéristiques des ressources minérales, et ça c'est vraiment une clé, donc on discutera un petit peu justement de cette interaction avec le monde socio-économique et le monde politique, c'est une des clés, c'est que ce sont des ressources qui sont extrêmement mal partagées. Donc ça, on est désolé. Nous sommes géologues, enfin les personnes qui sont géologues plutôt, comprennent effectivement l'origine de cette grande diversité de ressources. C'est lié à l'histoire géologique de l'endroit où se trouve un pays, et un pays ne peut pas échanger son histoire géologique pour celle d'un autre pays. Donc ces ressources sont localisées souvent dans très peu de pays, parfois dans un seul pays. Ça va donner un pouvoir géopolitique absolument considérable donc aux pays qui le possèdent, et on va voir petit à petit effectivement comment se construit ainsi cette domination de certains pays. Donc là on est sur une mine donc, du nord des États-Unis, une mine à ciel ouvert, pour vous montrer aussi la dimension. On est sur une mine qui fait pratiquement 2 km de diamètre en surface, et vous imaginez tout de suite, alors c'est du développement durable, c'est vrai que c'est pas de la transition environnementale, mais on sait très bien que cette mine, elle est visible depuis la Lune. On ne la comblera jamais. C'est-à-dire que l'humanité gardera tout le temps une trace de cette exploitation bien après son exploitation, parce que la dimension, la quantité de roches qui ont été sorties de ce trou, eh bien, effectivement, sont absolument gigantesques. Alors, dans le partage inégal des ressources, j'aime bien montrer notamment les métaux de la mine du platine, donc platine, platinoïde, donc rhodium, palladium, etc. Et ce que l'on voit ici, c'est la très grande dominance de production venant d'Afrique du Sud. Alors les platinoïdes, c'est pas uniquement pour la joaillerie, ou c'est pas uniquement des métaux précieux, c'est aussi la catalyse. Et donc ce sont des métaux qui sont vraiment avec de très forts débouchés et qui ont des coûts tout à fait similaires à ceux de l'or d'ailleurs. Alors ce que vous voyez, c'est qu'actuellement on a à peu près 75% du platine qui est produit par l'Afrique du Sud, dans un ensemble géologique qui est tout à fait exceptionnel au niveau mondial, un énorme massif donc magmatique qui fait plus de 300 km de long, avec la base qui est garnie de platinoïdes à des teneurs donc économiques. Et c'est encore plus important lorsqu'on regarde les réserves, c'est-à-dire les ressources qui sont prouvées. Ce que l'on voit, c'est que dans le futur, dans les décennies à venir, l'Afrique du Sud, en fait, possède la quasi-totalité des ressources mondiales. C'est-à-dire ces gisements sont tellement grands qu'ils vont se développer, alors que la plupart des autres producteurs vont voir leur production petit à petit diminuer, parce que les coûts d'extraction et les quantités qui resteront, et les concentrations qui resteront, ne seront plus économiques. Et en bas, j'ai mentionné deux exemples pour montrer jusqu'à quel point peut arriver la domination d'un pays. Donc, pour le niobium, donc, qui est utilisé notamment pour les micros des téléphones portables, eh bien, c'est 75% de la production mondiale dans une seule mine du Brésil. Et quand le directeur de la mine a souhaité changer les technologies d'extraction du niobium pour améliorer les rendements, c'est-à-dire pour essayer justement d'utiliser de façon plus durable justement cette ressource, il y a eu une pression politique internationale parce qu'on ne pouvait pas accepter que la production de niobium s'arrête
pendant quelques mois parce que on en avait besoin, c'était nécessaire pour justement toutes ces nouvelles technologies. Donc c'est pour vous montrer justement l'importance de ces métaux et l'aspect très très inégalitaire de partage de la ressource. Un autre exemple qui est très connu, c'est une mine aux frontières entre la Chine et la Mongolie, qui est Bayan-de-Bo, une mine de terres rares qui fait à peu près la moitié de la production des terres rares au niveau mondial. Là aussi, c'est évidemment une production vraiment très, très importante. Alors, une des caractéristiques de l'industrie minière, donc là je parle plus des métaux, je parlerai un petit peu des minéraux, mais ce sera surtout des métaux dont j'ai parlé. On y est habitué, ça fait longtemps que c'est le cas, c'est une industrie qui est cyclique, c'est-à-dire qu'on va passer par des périodes très euphoriques, avec des prix de métal qui est élevés. On va donc avoir des campagnes d'exploration, on va rechercher de nouveaux gisements, et puis en quelques mois, on va avoir une chute de prix qui va être vraiment très, très important. Donc on va par exemple ici chuter à peu près d'un facteur 3, hein, on est vers 30 ou 40 dollars la tonne, ici on est à 150 dollars la tonne, vous voyez l'évolution entre 2012 et 2015. Donc en 3 ans, vous allez diviser par 3 à peu près le prix de la matière première. Évidemment, ça va être un problème très important. Il faut savoir que pour développer une mine, il vous faut entre 10 et 20 ans, entre le gisement que le géologue pense exister, pense qu'il existe dans le sous-sol, la partie reconnaissance, tous les travaux préliminaires à la mise en exploitation, et quand on sort enfin un lingot de métal, eh bien il vous faut des durées qui sont absolument incommensurable avec le souhait que l'on puisse disposer tout de suite de ce métal, comme si on allait dans l'épicerie en face pour prendre les métaux dont on a besoin. Donc il y a cette notion de temps, de durée qui est importante, et souvent les projets miniers vont être abandonnés tout simplement parce que si vous êtes dans cette durée de 15-20 ans, eh bien vous allez passer par des phases de grande dépression. C'est le cas par exemple actuellement pour certains métaux comme le nickel qui sont très déprimés depuis quelques années, et les entreprises souvent financièrement ne pourront pas tenir. Donc on va avoir effectivement beaucoup de laissés pour compte qui vont abandonner le projet. Alors, une autre caractéristique de ces matières premières minérales, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution, c'est-à-dire que en allant vers le produit fini, le prix de la matière première va devenir de plus en plus faible. Et ce que l'on voit par exemple, c'est ce que va rapporter l'exploitation du minerai de fer, qui est ici en bleu, et le prix total donc, du matériau, donc le bleu plus un complément qui est le rouge. Donc là, on est au niveau de la compagnie minière, donc, qui va effectivement avoir des revenus et des bénéfices qui sont essentiellement liés donc, au minerai qu'elle est en train d'exploiter. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on produit l'acier, puis ensuite lorsqu'on produit un appareil, enfin un dispositif qui utilise cet acier, ou une utilisation de l'acier pour construire un bâtiment par exemple, eh bien on voit que c'est moins de 1% l'acier, dans le prix total du produit fini. Donc ça veut dire qu'on va effectivement oublier, parce que 1% c'est pas grand chose, on va effectivement oublier l'importance de cette matière première, puisque économiquement, in fine, c'est de la matière grise, ce sont d'autres paramètres qui vont être pris en compte dans le prix final du matériau. Il n'empêche que s'il n'y a plus la matière première, évidemment, ce produit fini dans lequel la matière première intervient pour pratiquement rien dans le prix, évidemment, ce produit fini n'existera pas. Et c'est donc une partie de la subtilité justement d'une matière première qui est à la fois cachée, très minoritaire et indispensable. Donc ça, c'est une carte qui vous montre la production entre guillemets exclusive ou quasi exclusive de certaines matières premières, de certains éléments chimiques par des pays. Alors vous voyez par exemple le niobium, j'en avais parlé tout à l'heure, le Brésil en fait, comme il a aussi deux autres mines de niobium, et il fait plus de 90% de la production du niobium, c'est-à-dire qu'il truste pratiquement toute cette production de niobium à l'échelle mondiale. Là, on ne va pas faire évidemment la liste de tous ces éléments chimiques, mais vous voyez, il y a quand même un pays qui se distingue dans le fait qu'il truste la première place dans la production de matières premières, c'est la Chine, où vous voyez qu'on va avoir des éléments chimiques qui vont se trouver essentiellement produits au travers de la Chine. C'est une analyse, alors là aussi l'analyse historique est effectivement intéressante, est extrêmement intéressante parce que il n'y a pas que de la géologie, il y a aussi de la politique et surtout il y a une guerre économique qui est de savoir lâcher les prix des matières premières de façon à ce qu'il y ait des compagnies minières qui
exploite à peu près le même métal qui s'effondre. Et donc si elle ferme, effectivement, à ce moment-là, on va ensuite pouvoir relever le prix du métal. Donc il y a vraiment une stratégie et une guerre économique qui se joue. On n'est pas chez les bisounours. Et c'est parfois plus facile dans certains pays qui vont avoir une durée de vie politique plus grande que dans certains pays donc où il y aura des élections qui vont peut-être amener à changer les priorités de temps en temps. Donc c'est extrêmement intéressant en termes historiques de voir justement comment la Chine a progressivement pris le dessus absolument sans partage dans l'ensemble du domaine des matières premières minérales. Alors, l'évolution de la ressource est à prendre en compte dans le sens que lorsque on prospectait par exemple du cuivre ou de l'or au début du XXe siècle, très souvent on regardait d'abord où est-ce qu'on marchait et puis dès qu'on allait dans les rivières par exemple, on prenait une bâtée et puis on regardait les minéraux lourds qu'il y avait dedans, et très souvent on trouvait des petites pépites d'or. Donc c'était le prospecteur classique qui partait avec sa mule, la pelle, la bâtée et qui allait chercher des gisements d'or comme ça. Donc on trouvait de l'or effectivement natif et c'était la bonne indication d'un gisement qui existait. Ces temps-là sont totalement finis, c'est-à-dire que les gisements concentrés, les gisements dans lesquels on va avoir facilement accès à la réserve, cela n'existe plus. Ce que l'on voit, c'est notamment l'effondrement des concentrations. Donc bon, ça c'est par rapport à l'an 2000, hein, donc on est en 15 ans ici sur ce diagramme. Vous voyez que pour certains métaux, comme par exemple le cuivre, on a perdu 40% de la concentration moyenne. Alors on va dire c'est pas dramatique, si c'est dramatique parce que pour la même quantité de cuivre ou de nickel ou de zinc par exemple, eh bien il va falloir beaucoup plus d'énergie, il faudra beaucoup plus d'eau. Alors pourquoi est-ce qu'il faut plus d'énergie? C'est parce qu'il va falloir broyer beaucoup plus de minerais. Il faudra beaucoup plus d'eau puisqu'il faudra traiter davantage de roches pour sortir la même quantité de métal. Et donc ça va être de moins en moins amical comme type d'extraction parce qu'on va être confronté avec des volumes extraits qui seront vraiment considérables. Et alors le marché, en plus le marché évolue, c'est-à-dire que donc là aussi il est intéressant de voir une analyse historique, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'évoquais habitat dispersé par rapport à l'habitat urbain, on le voit illustré avec la Chine. La Chine était un acteur mineur au début du XXIe siècle, il n'y a pas très longtemps quand même, hein. Et on se trouve, effectivement, ils consommaient relativement peu de métaux, et ils en produisaient effectivement. L'énorme différence, c'est que depuis une petite dizaine d'années, la Chine a une consommation de métaux qui est de plus en plus importante, tout simplement parce que justement ces mégapoles chinoises sont en train de se construire, que pour faire un gratte-ciel, il vous faut des bâtiments à base d'acier inoxydable, avec donc de façon à résister au ciment et puis à pouvoir supporter les structures de verre et d'autres matériaux. Et ce que l'on voit pour l'acier inoxydable, il vous faut évidemment du nickel. Et ce que l'on voit par exemple, c'est que la consommation de nickel par la Chine est maintenant supérieure à la consommation de l'ensemble du monde. Donc la Chine est donc devenue, dans les discussions sportives que vous avez entre clients et fournisseurs, la Chine étant maintenant le premier producteur, le premier consommateur mondial par exemple de ce nickel, effectivement, elle va jouer un rôle majeur dans l'évolution des cours et elle va pouvoir laisser filer les prix ou les remonter selon ses besoins. Et donc ça, c'est une analyse extrêmement intéressante justement. Et ce que vous voyez ici, c'est sur l'intervalle 2000 à 2012, vous voyez l'augmentation par 1000% des besoins de la Chine par rapport à d'autres pays, et notamment l'Europe et le Japon, dans lesquels on a, avec le ralentissement économique, une consommation qui est en baisse. Alors c'est lié au ralentissement économique, c'est lié aussi au fait que l'on souhaite avoir des bâtiments qui sont moins gourmands et que l'on va peut-être pas toujours privilégier les très hautes tours puisqu'on consomme de plus en plus de métaux au mètre carré lorsque les tours vont grandir. Mais en fait, donc on a cette modification majeure donc de la consommation en quelques années. Ce qui est passionnant, c'est qu'on le vit actuellement. Je ne parle pas de choses qui se sont passées il y a longtemps. Et c'est valable pour le métal, par définition, le métal principal qui est le fer, où on voit que la Chine, là aussi, en partait de 10% de la production mondiale au début du XXIe siècle. Là aussi, on n'est pas il y a très longtemps. Et vous voyez que maintenant, la Chine produit autant de fer que l'ensemble du monde entier. Alors que, bon, on en aurait parlé il y a 20 ans, 30 ans, eh bien, je n'aurais pas parlé de la Chine, j'aurais parlé de beaucoup de pays miniers, mais absolument pas de la Chine.
Donc, et ici, donc, c'est la crise des subprimes, c'est, vous voyez donc l'impact des crises économiques, justement, des baisses d'activité temporaire. Ces baisses sont vite récupérées ensuite dans la production. Et donc, la figure globale, c'est de constater qu'il y a en fait deux pays qui vont s'échanger la marchandise. Le fer qui est produit donc en Chine et en Australie. L'Australie est vraiment le pays majeur en dehors de la Chine pour produire le fer. Donc la Chine qui va effectivement être un producteur majeur. Vous avez encore quelques pays, donc l'Inde avec Mittal que vous connaissez probablement comme nom, donc la Russie et le Brésil. Et puis après les autres, on est sur des ordres de grandeur en dessous. Et effectivement, le fer qui était exploité donc, en Moselle, qui était exploité dans la Ruhr, qui a fait le développement économique donc, d'une partie de l'Europe occidentale, ces mines de fer ont été fermées il y a longtemps, ça reste marqué encore dans l'économie de ces régions, et on a des minerais qui effectivement étaient de piètre qualité par rapport aux minerais actuels et aux besoins actuels de la technologie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc, ces sociétés minières, par exemple pour le fer, vont avoir une intégration verticale de plus en plus importante, tellement ce sont devenus des monstres financiers. Donc non seulement elles auront leurs propres géologues, leurs propres mineurs, leurs propres exploitations, ça c'est ce que l'on attendait d'une société minière, c'est la moindre des choses, mais en plus ils ont leur propre société de chemin de fer, leur propre circuit de chemin de fer. Donc ça c'est un train standard, c'est toujours un plaisir pour ceux qui aiment les chemins de fer parce que c'est tellement lourd qu'il y a parfois 4 à 5 locomotives qui traînent donc ces énormes trains. Elles ont leur propre structure portuaire, leur propre navire, de façon à livrer aux clients. Et donc parfois ils intègrent même donc les usines sidérurgiques, et on en est maintenant à avoir même le négoce qui est intégré dans ces compagnies. Donc on a une diversité qui se trouve rassemblée à l'intérieur d'une même société, qui rend peut-être les affaires un peu moins visibles, un peu plus discrètes, parce que ce n'est plus une négociation entre des sociétés différentes, c'est le même groupe en fait qui s'occupe de ça. Alors on ne peut pas nier que l'exploitation des matières premières, comme beaucoup d'autres activités humaines, va se faire de façon calme et sans problème. Donc on a effectivement périodiquement des soucis, alors qu'ils sont beaucoup plus visibles, on en parle beaucoup plus, comme toujours avec la gestion de l'information actuellement, on en parle beaucoup plus lorsque vous avez un impact de type catastrophe. Très souvent, ces impacts catastrophiques ne sont pas trop catastrophiques en fait par rapport à des impacts de longue durée qui sont souvent moins bien vus, qui sont des pollutions massives des sols que l'on va retrouver dans la qualité des produits alimentaires et qui vont amener des problèmes majeurs dans les populations, comme par exemple en France sur l'insémite de Salsigne, donc à côté de Carcassonne, où on a une dizaine de communes qui sont impactées avec des interdictions de consommation de végétaux, etc. Donc il faut faire attention aux impacts. Il y a la partie visible et la partie la plus dangereuse. Donc, d'abord, juste, je voudrais mentionner les sols qui sont un environnement fragile et qui se trouvent effectivement avec une exploitation un peu trop importante qui se trouve en danger. On reviendra sur ces problèmes des sols parce que je parlerai des engrais, de la problématique des engrais phosphatés. On a effectivement une perte énorme de sols tous les ans, et pour ceux qui ne sont pas allés voir la Seine, allez voir la Seine. Elle n'est pas transparente actuellement, et si elle n'est pas transparente, c'est parce que justement on a une érosion des sols du bassin parisien qui sont transportés dans ce sympathique fleuve, ce qui n'est pas dramatique puisqu'on va dire ça s'est toujours passé, c'est vrai, mais ces sols partent de façon irréversible. Et on est effectivement très soucieux puisque on voit que petit à petit ces sols devenant de moins en moins aptes à la culture, eh bien on perd des quantités. Vous voyez, c'est en gros 30% des sols mondiaux qui sont devenus stériles, et donc là on a effectivement un énorme souci. Et donc ça rejoint le changement climatique dans le sens que ce sont des sols qui vont donc donner des aérosols et des suspensions donc dans l'atmosphère qui changent effectivement les bilans radiatifs. Et évidemment au niveau alimentation d'une humanité qui augmente, ce n'est pas très simple. Ces sols peuvent être évidemment modifiés par l'activité minière. Vous voyez que la couleur de l'eau n'est pas totalement banale, hein. Donc ce sont des ferrihydrites, ce sont des nano-oxydes de fer naturels qui ne sont pas très sains déjà par eux-mêmes, mais qui en plus ont la propriété de piéger, à cause de la réactivité de leur surface, de piéger des métaux lourds qu'ils vont ainsi transporter dans les sols. Et vous voyez que les arbres ne sont pas non plus en très bonne santé. On est ici sur Sudbury, dans l'Ontario, donc au Canada.
Donc voilà, donc ces impacts catastrophiques, donc il y en a eu un qui a pas mal défrayé la chronique, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans justement, c'était donc début décembre 2015. Et donc sur cette rivière qui est le Rio Doce, donc c'était des déchets miniers, c'est-à-dire lorsque vous avez broyé le minerai et que vous avez extrait le métal, et maintenant vous restez avec cette poudre, cette farine en fait, qu'il faut stocker quelque part. Vous êtes obligé de la laisser sous l'eau parce que si vous ne la laissez pas sous l'eau, il y a du vent, on ne peut pas empêcher qu'il y ait du vent et donc tout va partir dans l'atmosphère, ce qui n'est pas souhaitable vu la composition chimique de ces bouts de traitement. Donc on va les laisser sous l'eau avec un barrage. Et il faut que le barrage tienne. Et si le barrage ne tient pas, eh bien ça fait 600 km donc de contamination sur une des grandes rivières brésiliennes. La rivière arrive dans l'Atlantique et ça fait ces photos que vous avez peut-être déjà vues qui sont absolument spectaculaires. Sur plusieurs centaines de kilomètres, vous allez avoir donc ces déchets miniers qui vont ainsi être répandus sur le long de la côte. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement visible. Et ces aspects de contamination, alors ils ne sont pas tous associés à la transition environnementale, mais c'est vrai qu'en termes de développement durable, ce sont des aspects qui sont pour nous des aspects très importants pour essayer de limiter les impacts de l'activité humaine, y compris l'activité humaine passée, sur les populations actuelles. Alors juste ce que je voulais laisser comme message important, c'est que lorsqu'on regarde les impacts sur la santé, en fait, donc ça c'est un diagramme que j'aime bien parce que je le trouve extrêmement parlant, ces concentrations de plomb dans le sang. Alors c'est dans le sang, pour être plus précis, dans le sang d'enfants, parce que le plomb va déclencher donc du saturnisme et ça va limiter effectivement le développement, y compris le développement cérébral des jeunes enfants qui seront soumis à ces problèmes de contamination. Et donc on reporte cette concentration de plomb dans le sang avec la concentration de plomb dans le sol sur lequel vivent ces populations. Et ce que l'on voit, c'est que ce n'est absolument pas une relation linéaire, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a plus de plomb dans le sol qu'il y a plus de plomb dans le sang. Et c'est un problème, pour moi c'est un problème majeur de réglementation, c'est-à-dire que les réglementations en général ne font appel, parce que c'est ce qui est le plus commode à mesurer chimiquement, qu'aux concentrations. Donc on va définir des doses au-delà de laquelle on va dire c'est dangereux ou c'est pas dangereux. En fait on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des environnements comme les environnements miniers de mines exploitées actuellement. Cette mine de Butte dans le Montana, c'était celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est l'énorme excavation justement qui se trouve dans le nord-ouest des États-Unis. Donc ces mines qui sont exploitées actuellement, on se trouve avec des sols qui ici à 5000 ppm, c'est-à-dire 0,5%, on est quasiment à la concentration du minerai, c'est-à-dire qu'ici on enlève la maison, on prend le sol sur lequel elle est, on va pouvoir extraire le sol et on sera gagnant. Donc on a des concentrations qui sont extrêmement élevées. Et pourtant, on voit que les gens qui habitent dans ces endroits-là, même s'ils sont dans les environnements les plus impactés par le sol, ne sont pas eux-mêmes impactés en termes de santé personnelle, par opposition à des populations qui habiteraient par exemple au voisinage d'usines de traitement de minerai de plomb. Le plomb est un élément chimique qui va passer dans l'atmosphère parce qu'on va le traiter à haute température et comme le zinc et d'autres éléments chimiques, il va effectivement se volatiliser. On va également avoir donc des milieux urbains dans lesquels autrefois en tout cas, donc vous voyez la date, c'est 87, il y avait de l'essence qui était traitée au plomb de façon à avoir un comportement non explosif dans le moteur. Et vous voyez que même lorsqu'il n'y a quasiment pas de plomb dans le sol, on peut avoir un ordre de grandeur pratiquement de plus de plomb dans le sang. C'est-à-dire que ces populations-là, même avec une très faible concentration de plomb dans leur environnement, elles sont soumises réellement à un saturnisme important. Le petit symbole qui est ici, c'est ce qui est autorisé par la réglementation. Donc vous voyez qu'on est vraiment bien au-delà de ces teneurs dans le sang, là on parle de concentration, qui sont autorisées. Donc c'est la notion de spéciation, c'est-à-dire la forme chimique sur laquelle se trouve l'élément, est un élément à prendre en compte lorsqu'on prend une décision de décontamination. On a à peu près 3500 sites contaminés en France, on ne peut pas les décontaminer tout de suite, donc il y a une question de priorité, une question d'aide à la décision, et c'est là justement où les scientifiques, ou des campus comme Jussieu, ont un rôle à jouer. Et Luc le sait bien, parce que sur la qualité des sols, ce qu'on appelle de façon générale la qualité des sols, effectivement, cette notion de spéciation est un paramètre majeur. Alors, dans le cadre davantage du développement durable, donc cette notion de durabilité, ce que je voulais montrer, c'était, alors d'une part, parce que je n'y reviendrai plus justement sur les minéraux, le fait que
un même minéral, selon la façon dont il se trouve, ça ne sera peut-être pas comme tout à l'heure entre diamant et granit, mais on va avoir voire 2 ordres de grandeur de différence entre le prix de ces différentes formes sur lesquelles se trouve ce minéral donné. Et donc évidemment, pour bonifier au mieux la ressource naturelle que l'on exploite, on va avoir tendance à augmenter la qualité des minéraux pour les faire passer, par exemple, typiquement un kaolin, qui est une argile. On va préférer l'utiliser, par exemple, comme produit cosmétique, pour lesquels les spécifications vont être extrêmement rigoureuses, plutôt que pour faire des tubes et des briques. Comprenez sans problème la différence de prix entre les deux. Et donc maintenant, les nano-kaolins, par exemple, qui étaient autrefois des déchets de l'industrie du kaolin, sont utilisés en médecine. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur produit pour lutter contre l'hémorragie. Donc pratiquement notamment l'armée américaine, tous les soldats ont sur eux maintenant les kits de survie en cas de blessure. On ne peut pas empêcher, si on est soldat, d'être blessé. Et donc il faut tout de suite, il n'y a pas SOS médecin, donc il faut tout de suite pallier donc, à une hémorragie qui peut être majeure. Et c'est effectivement à base de nanokaolin que l'on va avoir cette efficacité, parce que on va avoir l'équivalent minéral des plaquettes sanguines qui vont tout de suite jouer leur rôle. Donc là, on se trouve sur non pas la très haute technologie, mais on est quand même sur des produits très fins et extrêmement valorisables. Et encore une fois, c'était des matériaux qui étaient considérés comme des déchets jusqu'à il y a quelques années, parce qu'ils étaient trop fins pour, par exemple, faire de la charge de papier ou de la charge de plastique. Donc c'est un usage vertueux des ressources minérales. Donc ça, c'est par exemple un dessin d'une feuille à papier. Lorsque vous écrivez sur un papier, vous écrivez en fait sur un kaolin qui est collé, c'est-à-dire sur des plaquettes de kaolin qui vous permettent d'avoir une surface qui est plane. Ce kaolin a un coût qui effectivement est assez élevé, parce qu'on ne veut pas écrire sur une montagne, on veut écrire sur une plaine, et donc il nous faut un matériau qui est vraiment délaminé, qui est extrêmement plan, de façon à faciliter ainsi l'écriture ou l'impression. Et donc pour ça, on va par exemple traiter les kaolins de façon à ce que lorsqu'on a ces hexagones que l'on voudrait mettre à la surface du papier, dans la nature, ils se trouvent très souvent sous cette forme-là, donc de sorte de livre, donc où il y a tous ces feuillets de kaolin. Eh bien, on va vouloir donc les délaminer, séparer ainsi ces hexagones pour avoir ainsi un produit fini de très haute qualité. De façon générale, dans les ressources minérales, le débat vertueux, c'est d'essayer d'éviter les fuites lorsqu'on va exploiter un gisement, et essayer d'éviter les fuites vers l'écosphère de façon à limiter donc, les impacts négatifs de cette exploitation. Donc ici se trouve mentionné un certain nombre de paramètres liés à la durabilité qui ne sont pas totalement déconnectés donc de la transition environnementale, avec le fait que l'on se trouve avec des productions qui sont extrêmement gourmandes en énergie. Donc on va avoir effectivement un problème pour maintenir une activité minière à un niveau très élevé, dans des environnements qui seront souvent des environnements très isolés. Donc il faut produire des quantités considérables d'électricité dans des environnements isolés. Il nous faut de l'eau pour traiter le minerai, donc il faut des quantités d'eau absolument colossales. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, sur les 3 principales mines qui ont leurs usines associées, mines de nickel, pardon, qui ont leurs usines associées, eh bien, à chaque fois, on construit une centrale électrique pour produire l'électricité dont aura besoin, ou dont a besoin plutôt cette usine. Alors le challenge, ce sera effectivement de faire passer, et ça c'est un challenge qui est majeur, parce qu'une usine de traitement de minerais, ça ne s'arrête pas. Donc il faut effectivement passer, si on veut avoir une énergie renouvelable, il faut absolument avoir une énergie renouvelable livrée de façon constante, abondante et constante, parce qu'on ne peut pas arrêter un four. Lorsqu'on a un métal fondu dans un four, si on baisse un peu la température, ça c'est la physique qui le veut, le métal va évidemment cristalliser, va se solidifier, et après c'est irréversible. C'est-à-dire que le four, il est simplement, tout est à jeter, tout est à fermer. Donc on a effectivement ces challenges liés au changement de comportement rendus nécessaires par la vision que l'on a d'une société bas carbone. On va évidemment essayer de limiter les impacts, et ça c'est une attitude relativement nouvelle. Une autre attitude nouvelle, c'est de prendre en compte les aspects socio-économiques, donc notamment les peuples premiers, qui sont progressivement un peu plus associés, parlons pudiquement, donc aux activités économiques. L'énorme différence entre l'industrie minière et la plupart des autres énergies, c'est qu'on va très souvent aller exploiter une mine là où il n'y a rien, sauf qu'il y a des populations qui habitent sur place.
Et donc le CNRS par exemple avait construit un observatoire de la mine en milieu fragile qui associe à la fois des observations sur les Inuits dans le Nord-Québec et les observations avec les populations kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et dans les deux cas, justement, on analysait ces relations entre l'activité minière et les populations sur les territoires desquels se fait l'exploitation minière. Un point important, c'est que par définition, les ressources minérales ne sont pas renouvelables. Alors, ce n'est pas entièrement vrai. La différence avec l'énergie, c'est que, en revanche, on peut les recycler, on peut essayer de les recycler, on peut essayer de les réutiliser, on peut essayer de trouver des produits de substitution. Et c'est pour ça que là aussi, le débat sur la fin d'une matière première n'est pas simple, parce que ça dépend beaucoup de où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce que c'est possible de recycler ou de réutiliser ou de substituer donc cette matière première minérale. Plusieurs laboratoires du campus qui travaillent justement sur la valorisation des déchets, donc c'est en chimie de la matière condensée, c'est ici aussi. Donc on travaille par exemple sur les laitiers de hauts fourneaux. Donc les laitiers de hauts fourneaux qui sont un déchet de la sidérurgie. Ces laitiers, ce sont des silicates fondus qui surnagent sur le métal. Et on a effectivement des volumes considérables de ces laitiers qui étaient jusqu'à il y a quelques années, qui étaient simplement stockés à l'extérieur. Ça faisait les paysages très caractéristiques de toutes les zones métallurgiques dans le monde. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on prépare ces laitiers de façon spécifique, notamment les refroidissant très vite, eh bien, on va pouvoir fabriquer du ciment. C'est le fameux ciment vert. Vous voyez, on passe de 20 kg à 900 kg de CO2 produit par tonne. Donc, il y a une économie considérable en CO2, c'est pour ça qu'on les appelle des ciments verts. L'énergie dépensée pour les fabriquer, elle est quasiment nulle, et on a effectivement un produit qui est en plus extrêmement intéressant en termes techniques. Et donc c'est typiquement le type d'orientation que l'on souhaite, sur lequel un campus comme Jussieu, lui aussi, il peut l'être. Donc ça, c'est la physique, c'est la chimie, c'est l'ingénierie, donc pour aller utiliser ce qu'on appelle les ressources primaires secondaires, c'est-à-dire pas uniquement regarder les ressources primaires, mais regarder les ressources primaires secondaires. Le recyclage, juste un petit mot, le problème du recyclage étant que pour recycler un matériau, par exemple, un métal, il faut évidemment qu'il y ait une production suffisante. Et donc ça, c'est le problème des énergies renouvelables pour, par exemple, des éléments comme le lithium ou le cobalt. Si on veut recycler ces substances, eh bien, il faudrait d'abord qu'il y ait une quantité très importante de ces métaux sur des éoliennes ou sur des centres de production photovoltaïque, de façon à pouvoir ensuite le recycler. Donc ça, on sait qu'il y a 20 ans à peu près à attendre avant de pouvoir recycler de façon efficace. Voilà, merci.